Au cas où vous ne l'auriez pas déjà remarqué, la nature est un endroit sérieusement effrayant. Et je ne parle pas seulement des bestioles flippantes du quotidien. Je parle de visions écœurantes comme ce scarabée bulbeux, de manipulation mentale réelle et de créatures dotées de soi-disant talents spéciaux, dignes de quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. Si cela ne suffit pas à vous faire jeter votre téléphone et à vous horrifier, restez avec moi pour découvrir certains des trucs les plus effrayants de la nature qui vous donneront certainement des frissons. Des Bénacles volus d'utérus. Les parasites font partie des organismes les plus cruels de la planète, mais on oublie souvent leur férocité vu qu'ils sont si petits et furtifs. Permettez-moi de vous présenter Succulina carcini, alias la bernacle voleuse d'utérus. Elle n'a pas l'air impressionnante, mais cette bernacle parasite prend vie en tant que véritable voleuse de corps. Contrairement à d'autres bernacles qui se contentent de rester collés à une paroi rocheuse et de filtrer la nourriture de l'eau, Succulina carcini préfère que sa maison soit plus vivante. Les larmes microscopiques de Succulina utilisent des organes sensoriels spéciaux pour rechercher leurs hôtes, avant de se fixer sur la membrane à la base d'un des poils du crabe appelé sétail, où son armure est la plus vulnérable. La carapace se transforme alors en une sorte de seringue vivante appelée kentrogon, qui poignarde la base du poil du crabe et injecte une goutte microscopique appelée vermigon dans la circulation sanguine du crabe. Toujours avec moi ? Cool ! Parce qu'ensuite vient la partie la plus cool et la plus dégoûtante. Ce blob se développe ensuite pour devenir le parasite à part entière, qui se compose de racines qui se répandent dans tout le corps du crabe, l'interna, et de l'organe reproducteur femelle ressemblant à une bernacle qui dépasse de l'abdomen du crabe, connu sous le nom d'externa. Une fois à l'aise, Succulina castre le crabe, s'il s'agit d'un mâle, et transforme son hôte en nounou attentionné qui toilette et aère la couvée de la bernacle jusqu'à ce qu'elle soit prête à éclore. Une fois les œufs de Succulina éclos, ils explosent hors du crabe, à la manière d'un véritable parasite, et le cycle continue. Oh nature, n'es-tu pas charmante ? La chenille-chat. Si vous rencontrez une de ces créatures à l'aspect duveteux, votre premier réflexe serait probablement de vous pencher pour la caresser. Mais quoi que vous fassiez, ne caressez pas une chenille-chat. Ces insectes ont été comparés à la fameuse coiffure de Donald Trump ces dernières années. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit également surnommé la postiche toxique du règne animal. En fait, la chenille-chat, ou Megalopygia opercularis, est l'une des chenilles les plus venimeuses des États-Unis. Et entrer en contact avec elle est un aller simple pour Douleur-Ville. L'apparence extérieure de la chenille cache en fait une série de petites épines extrêmement toxiques qui se plantent dans la peau, un peu comme un porc-épic, mais bien pire. Les personnes qui ont eu la malchance d'être piquées par une chenille-chat ont comparé la douleur à celle d'une piqûre d'abeille qui s'aggrave progressivement sur une période pouvant aller jusqu'à 12 heures, au point même que vos os commencent à vous faire mal. Malheureusement pour nous, la population de chenilles-chats a augmenté récemment et de nombreux cas de piqûres d'enfants suite à un câlinement de l'insecte ont été signalés. D'autres ont même souffert après que des chenilles soient tombées dessus depuis les arbres. Super, encore une chose terrifiante. Si vous êtes piqué, les experts recommandent de recouvrir la zone concernée d'un ruban adhésif en cellophane, puis de l'arracher pour retirer les pointes. Comme si tout ça n'était pas déjà assez étrange, lorsque la chenille-chat devient adulte, elle se transforme en insecte de nuit à l'aspect tout aussi duveteux, qui a le penchant particulier de projeter ses excréments au loin afin de dissuader les parasites. Donc pour résumer, quand c'est une chenille qui le fait, c'est cool, mais quand c'est moi qui le fais, je me fais bannir à vie du Starbucks, c'est ça, hein ? C'est vraiment pas juste. Pourquoi certaines des créatures les plus mignonnes sont-elles si mortelles ? Vous n'avez peut-être jamais rencontré de chenille-chat, mais l'un d'entre vous a-t-il déjà eu une expérience désagréable avec un autre animal insoupçonnable ? Peut-être avez-vous été poursuivi par un paon ou mordu par un écureuil de quartier à l'air sympathique. Quoi qu'il en soit, j'aimerais en entendre parler. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et je répondrai à quelques-uns de mes préférés. L'isopode géant. L'isopode géant est une créature si ancienne qu'il est difficile de croire qu'elle existe à notre époque. Ces curieux crustacés, que l'on trouve dans les profondeurs des océans, ressemblent à des termites ou à des cloportes de taille monstrueuse, qui sont aussi leurs plus proches parents sur Terre d'ailleurs. Tout comme les cloportes, l'isopode géant a la capacité de se rouler en boule lorsqu'il est menacé par des prédateurs. Les goliaths à 14 pattes peuvent atteindre jusqu'à 41 cm de long, ce qui en fait les plus grands membres de la famille des crustacés. Leur taille est le résultat d'un phénomène connu sous le nom de gigantisme abyssal,
qui désigne la tendance mystérieuse des crustacés et des animaux des profondeurs, comme le calamar géant, à devenir beaucoup plus gros que ceux des eaux peu profondes. Outre leur gigantisme, on ne sait pas grand-chose de la vie des isopodes géants, ce qui, si vous voulez mon avis, les rend encore plus inquiétants. Ce que nous savons, c'est que l'isopode est carnivore, mais comme la nourriture est très rare au fond de l'océan, il se nourrit presque exclusivement de déchets et de restes qui tombent des eaux moins profondes, comme de la neige. Il s'agit notamment de cadavres de baleines, de poissons et de calamars, mais en l'absence de véritable nourriture, l'isopode géant peut survivre pendant plus de 8 semaines sans manger. Bien qu'ils ne fassent pas l'objet d'une pêche commerciale, on les trouve parfois dans les assiettes du nord de Taïwan, où ils sont bouillis et servis avec du riz. Non, très peu pour moi. Toxoplasma gondii. La manipulation mentale peut être un super pouvoir digne des bandes dessinées X-Men, mais si je vous disais qu'elle existe réellement dans la nature, le coupable n'est probablement pas celui que vous attendez. En fait, on pourrait presque dire qu'il possède aussi le pouvoir de l'invisibilité, car il faudrait un microscope scientifique pour bien l'observer. Le Toxoplasma gondii est un parasite microscopique aux caractéristiques vraiment terrifiantes, surtout si vous êtes un chat. En fait, cet organisme unicellulaire a réussi à déconcerter et à surprendre les chercheurs au fil des ans, en raison des effets destructeurs qu'il peut avoir sur toute une série d'animaux, y compris les humains. Bien que les félins soient la cible principale du parasite, l'infection peut être transmise à d'autres hôtes intermédiaires, c'est-à-dire à tout animal à sang chaud. Toxogondii a des propriétés qui altèrent sérieusement l'esprit, et les rats infectés par le parasite deviennent même suicidaires, car il prend le dessus sur leurs sens et leur fait développer une sorte d'attirance sexuelle à l'odeur de l'urine de chat. Au lieu de leur réaction habituelle de défense face à cette odeur, ils se précipitent vers le chat le plus proche, qui généralement les dévore, ce qui permet à leur autostoppeur furtif de sauter sur leurs hôtes félins. De là, le parasite peut passer à l'homme, et le plus souvent par contact avec des excréments de chat. Bien que Toxogondii ne provoque généralement que des symptômes légers, semblables à ceux de la grippe, les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent souffrir de crises d'épilepsie, de graves problèmes pulmonaires et même de schizophrénie. Les scientifiques étudient encore comment la toxoplasmose affecte le cerveau humain, mais pour l'instant, je vous conseille de rester aussi loin que possible des crottes de vos chats, ce qui devrait pas être trop difficile. Et apparemment, jusqu'à 50% de la population mondiale a été infectée par Toxoplasma gondii sans même s'en rendre compte, car la plupart des personnes bien portantes ne ressentent aucun symptôme. Faisons un petit test pour savoir si vous avez encore votre libre arbitre, d'accord ? Essayez d'abord d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner. C'est fait ? Ouf, aucune trace de contrôle mental. Pendant que vous y êtes, cliquez sur la petite cloche pour rester informé des derniers contenus étonnants. Maintenant, retournons à nos moutons, ok ? L'Onomia obliqua. Si la postiche toxique n'a pas prouvé que toutes les chenilles ne sont pas aussi innocentes qu'elles en ont l'air, vous devriez probablement vous familiariser avec ce spécimen, également connu sous le nom de l'Onomia obliqua. Chaque chenille mesure environ 4,5 à 5,5 cm de long, avec des couleurs allant du vert vif au brun. Elles ont tendance à se regrouper et à se camoufler sur les arbres. Ceux qui ont rencontré cet insecte dans son pays d'origine, l'Amérique du Sud, l'appellent affectueusement le ver de la mort, ou la chenille assassin. Et ce, à juste titre. Le contact physique avec les nombreuses soies qui tapissent le corps de la créature peut amener la chenille à injecter dans la peau une substance contenant des toxines potentiellement mortelles. Ces toxines ont des propriétés anticoagulantes et sont connues pour provoquer presque immédiatement une douleur, une rougeur, un gonflement et une sensation de brûlure intense. Si vous êtes piqué, la douleur initiale est le dernier de vos soucis, car elle laisse rapidement place à des maux de tête, des nausées, des vomissements, une anémie et bien d'autres effets secondaires désagréables. L'espèce a été décrite pour la première fois par l'entomologiste anglais Francis Walker en 1855, mais elle est devenue mondialement célèbre lorsqu'une épidémie s'est déclarée dans une communauté agraire du Rio Grande do Sul. Les médecins sont restés perplexes lorsque de nombreux patients sont arrivés avec des hématomes et des symptômes de gangrène provoquant une fuite massive de sang vers le cerveau, et dans de nombreux cas, la mort. Dans un premier temps, la cause n'a pas pu être déterminée, jusqu'à ce que chaque victime explique qu'elle avait manipulé un bouquet de branches feuillues pour libérer une piste ou ramasser des herbes à un moment donné. Après avoir exploré la zone, la seule créature trouvée partout était l'Onomia obliqua, et sa réputation redoutable était ainsi née. Ces spécimens sont de véritables annonciateurs de mauvaises nouvelles. Ver en crin de cheval.
Vous êtes-vous déjà senti si plein que vous pensiez pouvoir éclater à tout moment? Eh bien, regardez cette pauvre, malheureuse menthe religieuse, et soyez reconnaissant de n'avoir jamais vraiment éclaté. J'espère qu'aucun de vous ne mangeait des nouilles en regardant ça. Ce que vous venez de voir est l'œuvre du ver crin de cheval. Un parasite effrayant qui envahit les insectes malchanceux comme les grillons, les menthes et les sauterelles avant de les zombifier et d'exploser hors de leur corps. Dans toute l'Amérique, dans les rivières et les ruisseaux, les œufs du ver de crin éclosent en de minuscules larves qui attendent d'être mangées par les larves d'autres insectes comme les moustiques et les moucherons. Une fois que ces insectes complètement formés prennent leur envol et sont inévitablement dévorés par un grillon ou par un autre prédateur plus gros, le plaisir du ver de crin peut vraiment débuter. Selon le parasitologue Ben Hanelt de l'Université du Nouveau-Mexique, les larves pénètrent dans l'intestin du criquet et ensuite dans la cavité corporelle, où elles se transforment en un ver long de 30 cm. Lorsque le parasite est enfin prêt à quitter son hôte, il rend l'insecte suicidaire en le poussant à faire un plongeon kamikaze dans le plan d'eau le plus proche, où il s'échappe par des trous percés dans le corps de l'hôte. En fait, le parasite a reçu son surnom parce que les personnes qui les ont découverts pour la première fois pensaient qu'il s'agissait de véritables crins de cheval qui prenaient vie au contact de l'eau. Ah, le bon vieux temps. Pour garantir ses chances de survie, le parasite a également la capacité de faire taire son hôte, c'est-à-dire de l'empêcher de gazouiller, s'il s'agit d'un criquet. Car c'est un moyen sûr d'être trouvé et dévoré. La prochaine fois que quelqu'un dira que les zombies n'existent pas dans la vie réelle, orientez-les dans cette direction. Le pacu. Le pacu est un poisson d'eau douce sud-américain que l'on trouve dans la plupart des rivières et ruisseaux des bassins de l'Amazone et de l'Orénoque, dans la plaine amazonienne. Bien qu'ils aient des habitudes alimentaires très différentes, le pacu est apparenté au piranha, qui se nourrit de viande. Mais ce n'est pas leur lien avec l'un des poissons les plus redoutés au monde qui rend ses habitants de rivière si terrifiants. Pour savoir pourquoi le pacu est si effrayant, il faut lui faire dire « Ah !» Il ne s'agit pas d'un exercice. Les gencives du pacu sont réellement garnies d'une série de dents à l'aspect étrangement humain. Quel que soit le nombre de fois où l'on jette un coup d'œil dans la bouche d'un pacu, on ne peut s'empêcher d'imaginer que quelqu'un a fourré un dentier pour faire une farce. Heureusement, le pacu n'est pas aussi agressif que ses cousins piranhas et utilise généralement ses dents aplaties pour écraser des noix et des fruits. Mais ne vous y trompez pas, leur impressionnante mâchoire peut quand même être dangereuse. Comme leur nourriture préférée tombe généralement des arbres dans l'Amazone, ils sont parfois connus pour essayer par erreur de manger une autre sorte de noix. Les testicules des nageurs mâles par exemple. En fait, quelques pêcheurs locaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée auraient été castrés par des poissons pacous, ce qui leur a valu le surnom de coupeurs de couilles. En 2004, une petite fille visitant le Butterfly and Insect World de Nabour a dû être opérée après qu'un pacou dans un étang lui ait mordu le doigt. S'il est vrai qu'il est hilarant, le pacou est un poisson avec lequel vous ne voudriez surtout pas vous retrouver dans l'eau. Candiru. À tous les hommes, si vous pensez que le pacou était votre plus gros souci, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez manifestement jamais entendu parler de Candiru. Si vous deviez visiter les rivières de l'Amazone et entendre les habitants raconter des histoires sur cette créature redoutable, vous seriez tenté de penser qu'il s'agit d'une sorte de bête marine gigantesque rivalisant avec Nessie. En fait, le Candiru, plus connu sous le nom scientifique de Vandelia cirrhosa, n'est pas plus grand qu'un pouce humain et mesure environ 3,81 cm de long. Il n'a certainement pas l'air menaçant à première vue. Pour vous donner une idée de la raison pour laquelle ce minuscule poisson fait si froid dans le dos, sachez que son surnom est le poisson qui sonde le pénis. En effet, le Candiru a une façon peu conventionnelle de cibler ses victimes. Il attend que sa proie sans méfiance entre dans l'eau pour remonter le courant et pénétrer dans son corps par l'urètre. Une fois la petite bête arrivée à destination, elle s'installe et il est presque impossible de la faire sortir à cause de ses barbillons orientés vers l'arrière. Bien que certains remèdes maison suggèrent un bain chaud ou un bain d'herbe, il n'existe qu'un seul moyen sûr d'éliminer le Candiru, une fois qu'il a élu domicile dans vos joyaux. L'ablation complète de l'appendice incriminé. Le plus terrifiant est que personne ne sait exactement ce que fait le poisson une fois à l'intérieur du pénis, mais je doute que quiconque se porte volontaire pour le découvrir. La prochaine fois que vous envisagez de vous baigner dans l'Amazone, vous devriez peut-être d'abord attacher une coquille de noix de coco sur votre pénis. Le léma à pieds noirs. À première vue, le léma à pieds noirs ne semble pas particulièrement menaçant.
Outre le fait qu'il décime les cultures céréalières en Europe et en Asie et qu'il irrite sérieusement les agriculteurs locaux, c'est un coléoptère tout à fait ordinaire. Mais ce n'est pas le scarabée des céréales adultes qui vous donnera des frissons. Ce sont ses larves. Je vous laisse un moment pour maîtriser votre répugnance avant de continuer, ok? Lorsque le léma à pieds noirs n'est qu'une larve, il devient souvent une cible grasse et juteuse pour la guêpe prédatrice Tetrasticus julis, qui considère la larve comme un incubateur ambulant pour sa propre progéniture. Pour exercer son plan diabolique, la guêpe va percer le jeune coléoptère et y pondre environ 5 œufs. Lorsqu'ils éclosent, les larves de guêpe dévorent le coléoptère de l'intérieur, ce qui n'est pas vraiment une bonne façon de mourir, n'est-ce pas? Mais attendez, autre chose se passe dans cette image dégoûtante. Bien qu'il y ait une larve de guêpe Tetrasticus julis sur cette photo, le reste des horribles vers sont en fait tout autre chose. Du caca. En effet, la peau du jeune coléoptère est tendue sur le point d'éclater, non seulement parce qu'il est parasité par une guêpe, mais aussi parce qu'il porte la charge de ses propres excréments. Cette masse à l'allure inquiétante est connue sous le nom de bouclier fécal, et il s'agit en fait d'un moyen très ingénieux de repousser les prédateurs. En déposant ses propres excréments sur son dos, la larve transporte un bouclier mobile, comme un grand parapluie sur tout son corps, qui est censé dissuader les prédateurs de vouloir le manger. Le fait est que certains parasitoïdes comme la guêpe Tetrasticus julis sont en fait attirés par les substances volatiles et malodorantes contenues dans les excréments. On peut dire sans risque de se tromper que se réincarner en léma à pieds noirs est le dernier de nos souhaits. Le ver ruban. Beaucoup de créatures ont des trucs sournois cachés dans leurs manches, mais je parie que vous n'avez jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Cette vidéo répugnante et pourtant étrangement satisfaisante a été filmée en Thaïlande et montre un type de ver marin connu sous le nom de ver ruban, qui est aussi l'une des plus longues créatures sur Terre. Il existe environ 1000 espèces de vers ruban dans le monde, qui mesurent généralement entre 5 et 10 mm de large et entre 5 et 15 mètres de long, bien que des spécimens atteignant 55 mètres de long ont déjà été enregistrés. Bien sûr, l'idée d'un ver de 55 mètres de long est déjà assez dégoûtante, mais vous vous demandez probablement comment et pourquoi il a projeté un fil visqueux sur la main de ce gars, non? Voyez-vous, lorsque le ver ruban ou l'un de ses cousins est irrité, il a la capacité de sortir ce que l'on appelle sa trompe, une structure musculaire unique logée à l'intérieur du corps du ver. Cet appendice alimentaire spécialisé est maintenu dans une gaine ou un sac au-dessus de l'intestin du ver. Lorsqu'une proie ou un prédateur est détecté, les muscles se contractent rapidement et font pénétrer du liquide dans la gaine. La trompe est alors retournée et poussée par un pore situé à la tête du ver, un peu comme le doigt d'un gant en latex qui se retourne sur lui-même. Certaines espèces de vers rubans peuvent déployer leur trompe jusqu'à 30 fois la longueur de leur corps, ce qui en fait les Spider-Man du règne animal, n'est-ce pas? La plupart des vers rubans utilisent leur trompe pour attraper et attirer leur proie, tandis que d'autres peuvent se tirer vers l'avant en attachant l'appendice collant à un objet. Le ver ruban est également capable de produire une toxine puissante dans son mucus, qui peut facilement tuer des crustacés et des cafards. Un éternuement qui tue. Idnelum pecki. Si vous n'êtes pas un fervent jardinier, vous pouvez penser que les plantes sont assez ennuyeuses. La plupart d'entre elles se ressemblent et nous croisons des centaines voire des milliers de ces organismes feuillus chaque jour. Mais en avez-vous déjà vu un qui ressemble à ça? À proprement parler, Idnelum pecki n'est pas une plante, c'est un champignon. Mais je suis prêt à parier qu'il suffirait à vous stopper net, avant de vomir sur le trottoir probablement. Il n'est pas surprenant que l'Idnelum pecki porte de nombreux autres noms colorés, notamment fraise et crème, et le très répugnant champignon dents saignantes, car il semble criblé de dizaines de bulbes sanguins. Le liquide rouge gluant que vous voyez est en fait une sorte de sève pigmentée causée par un processus appelé guttation. Lorsque le sol entourant le système racinaire du champignon devient très humide, l'eau pénètre dans les racines par osmose. Cela crée une pression dans l'organisme qui finit par s'accumuler suffisamment pour faire remonter le liquide à la surface du champignon sous forme de pustules rouges répugnantes. Sous le champignon, vous trouverez également d'innombrables protubérances ressemblant à des dents qui créent des spores pour l'aider à se reproduire. Le champignon dents saignantes n'est pas toxique pour l'homme, mais il est si amer qu'il est pratiquement immangeable, même si vous n'avez pas envie de le manger. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'au fur et à mesure que le champignon mûrit, il perd son aspect dégoûtant pour devenir un champignon beige plutôt terne. C'est un peu le vilain petit canard des plantes sordides. Le phragmite de la cygue.
Le champignon d'enseignante n'est peut-être pas particulièrement dangereux, mais tant à parler de plantes, il y en a une dont vous devez absolument vous méfier. Le phragmite de la cygue. D'accord, elle a l'air assez terne, je dois l'admettre, mais cette herbe sans méfiance est en fait un tueur mortel. La plante pousse à plus d'1 mètre de haut dans les eaux peu profondes comme les ruisseaux, les fossés, les rivières et les lacs, et est particulièrement répandue en Grande-Bretagne. On dit que la racine a un goût légèrement agréable, semblable à celui du panais. Mais la plante entière est hautement toxique et capable d'entraîner une intoxication suivie d'une mort par asphyxie. Mais ces tendances meurtrières ne sont pas la seule chose qui rend cette plante si effrayante. Les victimes du phragmite de la cygue ont presque toujours un étrange sourire figé sur le visage. En effet, les toxines de la plante provoquent une contraction des muscles faciaux avant la mort, déformant l'expression en un éternel sourire. Le phragmite de la cygue a eu des tonnes d'utilisations sinistres au cours de l'histoire, et à l'époque pré-romaine de la Sardaigne, la plante était même utilisée pour éliminer rituellement les personnes âgées devenues un fardeau pour la société. Autant pour le respect des anciens. Laquelle de ces choses effrayantes aimeriez-vous le moins rencontrer IRL ? Si vous pensez que votre cœur peut en supporter plus, vous devriez absolument regarder la vidéo qui s'affiche sur l'écran en ce moment, où vous découvrirez une foule d'animaux terrifiants que vous ne voudriez jamais rencontrer. Je ne fais que veiller sur vous. Encore une fois, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.